Je n'oublierai jamais ce jour-là. Une hernie inguinale, qui a failli coûter un rein. La lumière du cielitique m'aveugle presque. Je cligne des yeux. Une fois. 2 fois. Le champ opératoire est ouvert devant moi, peau écartée, tissus adipeux jaunâtres, fascia blanc nacré qui brille sous l'éclairage froid. Tout semble normal. Une hernie inguinale classique. J'en ai fait des centaines. Mais quelque chose ne va pas. Je sens cette résistance inhabituelle sous mes doigts gantés. Une texture différente. Trop lisse. Trop tendue. Mon pouls accélère imperceptiblement. Aspiration. Je murmure. L'infirmière approche le cathéter. Le bruit de succion remplit le silence. Autour de moi, l'équipe respire au même rythme que les machines, régulier, mécanique, apaisant. Mais moi, je ne respire plus normalement. Parce que sous mes doigts, je viens de toucher quelque chose qui n'a rien à faire ici. Une structure tubulaire. Ferme. Pulsatile. Mon cerveau refuse d'abord de comprendre. Je palpe à nouveau, plus doucement cette fois. La texture est caractéristique, élastique, légèrement mobile, avec cette densité particulière que seuls les conduits urinaires possèdent. Mon estomac se noue. Puis la réalité me frappe comme un coup de poing dans la poitrine. Ce n'est pas possible. Je recule légèrement ma main. Le monitoring cardiaque BIPE tranquillement, 68 battements par minute. Le patient dort paisiblement, inconscient que sa vie vient de basculer dans une zone de danger extrême. Mes yeux scannent rapidement le champ opératoire. J'essaie de reconstituer mentalement l'anatomie. Le sac hernière que j'ai ouvert il y a 3 minutes contenait normalement de la graisse prépéritonéale, peut-être une anse intestinale. Rien d'extraordinaire. Mais là, enveloppé dans les tissus, piégé comme un câble électrique dans un mur effondré, se trouve quelque chose qui défie toute logique anatomique. Parce que ce que je viens de découvrir dans son canal inguinal, ça ne devrait jamais s'y trouver. Son heurté. L'un des 2 tubes qui relient ses reins à sa vessie. Déplacé. Errant. Piégé dans le sac hernière comme un otage dans la mauvaise pièce. Un faux geste maintenant, un seul et je détruis son rein. Je pense aux statistiques que j'ai lues il y a des années dans un obscur journal d'urologie. Les hernies urétero-inguinales représentent moins de 0,1% de toutes les hernies inguinales. La plupart sont découvertes post-mortem ou après des complications catastrophiques. Et je viens d'en trouver une. Vivante. Active. Fonctionnelle. Sous mes doigts tremblants. 3 heures plus tôt, j'avais rencontré Monsieur Ferreira pour la première fois. Un homme de 53 ans, menuisier à la retraite anticipée. Cheveux grisonnants, mains calleuses, sourire timide. Il était venu me voir pour une grosseur à l'aine droite, rien de dramatique, avait-il dit. Juste une gêne qui empirait depuis 6 mois. Ça tire quand je me baisse pour jouer avec mes petits-enfants, m'avait-il expliqué en se tenant le côté droit. Ma femme insiste pour que je vienne. Je me souviens de l'avoir examiné dans la lumière douce de mon cabinet. Il portait une chemise à carreaux bleus, boutonnée jusqu'au col. Ses mains sentaient faiblement le bois de pin, une odeur rassurante, honnête. Depuis combien de temps exactement? 6 mois, peut-être 7. Au début, je pensais que c'était juste la fatigue. Des douleurs. Non, pas vraiment. Juste une sensation de lourdeur. Surtout en fin de journée. Examen clinique, hernie inguinale indirecte, réductible, non compliqué. La masse disparaissait complètement en décubitus. Pas de signes inflammatoires. Pas de changement cutané. Aucun drapeau rouge. Diagnostic, chirurgie élective standard. Pronostic, excellent. J'avais souri. Rassurant. Confiant. On règle ça demain matin. 1 heure maximum. Vous serez rentré chez vous avant le déjeuner. Il avait hoché la tête, soulagé. Sa femme, assise à côté de lui, avait serré sa main. Vous voyez, Joao? Je vous l'avais dit. Ce n'est rien de grave. Sauf que personne, ni lui, ni moi, ni les examens préopératoires n'avaient détecté l'anomalie qui dormait dans son corps depuis probablement sa naissance. L'échographie préopératoire avait montré une hernie classique. Pas de masse suspecte. Pas d'anomalie vasculaire. Le radiologue avait signé son rapport sans la moindre hésitation. Une malformation congénitale rarissime.
Une migration urétérale ectopique. Une bombe anatomique silencieuse qui avait attendu 53 ans avant de se révéler. Et maintenant, elle était entre mes mains. Littéralement. Dans le bloc, l'anesthésiste ajuste une perfusion. L'instrumentiste prépare une nouvelle série de compresses. Personne ne sait encore. Ils continuent leurs gestes automatiques, rodés par des centaines d'interventions similaires. Je lève les yeux vers l'écran de monitoring. Tension, 115/70e. Saturation, 98%. Fréquence cardiaque, 66. Tout est stable. Mais dans ma tête, une alarme hurle. Parce que je sais que la suite de cette opération ne figure dans aucun protocole standard. Je sais que chaque seconde compte désormais. Je sais qu'un urété endommagé, c'est un rein perdu. Et un rein perdu chez un homme de 53 ans avec probablement déjà une fonction rénale limite. C'est une catastrophe. Je pense à sa femme dans la salle d'attente. Elle doit être en train de regarder son téléphone, peut-être en train d'envoyer des messages aux enfants. Tout va bien. Il sera bientôt sorti. Elle ne sait pas. Personne ne sait. Je prends une inspiration lente. Profonde. Je sens l'odeur de la bétadine mélangée au latex des gants. Le froid de la climatisation contre ma nuque en sueur. On a un problème, je dis calmement. L'équipe se fige. Quel genre de problème? C'est Léa, mon assistante. Jeune, brillante, mais encore fragile face à l'imprévu. Sa voix est contrôlée, mais je perçois la tension qui monte. Je la connais depuis 3 ans. Je sais reconnaître cette légère vibration dans son intonation. Ureté ectopique dans le sac hernière. Silence total. L'anesthésiste lève les yeux de son écran. L'instrumentiste arrête son geste, une pince anatomique suspendue dans l'air. Même le bruit des machines semble se suspendre une seconde. « Vous êtes sûr ?» demande Léa, incrédule. « Regarde. » Je déplace délicatement les tissus avec une pince anatomique. La structure apparaît rose pâle, brillante, serpentant là où elle ne devrait jamais être. On peut voir la lumière du cielitique se refléter sur sa surface humide. Léa se penche. Je vois ses yeux s'élargir derrière le masque. Ses pupilles se dilatent légèrement. Mon Dieu! Exactement. Mon esprit s'emballe. Je calcule. J'évalue. J'anticipe. Option 1. Refermer immédiatement, transférer vers un centre spécialisé en urologie. Risque, délai trop long, incarcération possible, nécrose urétérale. Le transport seul prendrait 40 minutes. 40 minutes pendant lesquelles l'irrigation sanguine pourrait se compromettre. Option 2. Continuer seul. Risque, section accidentelle, fistule urétérocutanée, perte rénale, sepsis, complications fatales. Ma formation en chirurgie générale ne m'a pas préparé à ce niveau de microchirurgie urologique. Option 3. Appeler un urologue en renfort. Risque, attente sous anesthésie prolongée, mais meilleure chance de sauver l'organe. C'est le seul choix rationnel. Appelez le docteur Ramos. Je décide. Urologie. Tout de suite. Dites-lui que c'est urgent. L'infirmière de circulation sort en courant. J'entends ses pas résonner dans le couloir carrelé, puis le claquement de la porte battante. Je reste immobile, mains suspendues au-dessus du champ opératoire. Je ne touche plus rien. Chaque mouvement est désormais une menace. Je fixe la structure tubulaire comme si elle pouvait exploser au moindre regard. Autour de moi, l'équipe retient son souffle. On maintient l'anesthésie stable, dit l'anesthésiste. Pas de changement brusque. Parfait. 15 minutes passent. Elles semblent durer 15 heures. Le monitoring continue son balai numérique rassurant. Bip, bip, bip. Un métronome mécanique qui compte les secondes comme des pièces d'or. Monsieur Ferreira dort toujours, ignorant qu'il est devenu un cas médical d'exception. Ignorant que sa chirurgie, de routine, vient de se transformer en session d'anatomie pathologique vivante. Ignorant que son nom sera probablement cité dans un article scientifique d'ici quelques mois. Je pense à sa femme, dans la salle d'attente. À ses petits-enfants qui attendent leur grand-père. À cette chemise à carreaux bleus.
Je pense à toutes les hernies que j'ai opérées. Des centaines. Peut-être un millier. Et jamais, jamais je n'avais vu ça. L'urologue arrive dans 2 minutes, annonce l'infirmière en revenant. Il était en consultation. Il court. Merci. 2 minutes de plus. 120 secondes supplémentaires de tension absolue. Je regarde mes mains. Elles ne tremblent pas. Pas encore. Mais je sens l'adrénaline qui commence à monter, comme une marée lente et inévitable. La porte du bloc s'ouvre enfin. Docteur Ramos entre, encore en train de lasser sa blouse. 50 ans, cheveux poivre et sel, regard acéré. Une légende vivante en urologie reconstructrice. On dit qu'il a sauvé plus de reins que n'importe qui dans la région. Où est le problème? Je m'écarte légèrement pour lui laisser voir. Il observe sans un mot pendant 10 secondes interminables. Ses yeux scannent le champ opératoire avec une précision chirurgicale. Je vois son front se plisser légèrement sous le calot. Puis il siffle doucement entre ses dents. Hernie urtéro-inguinale. Je n'en avais vu qu'une seule dans toute ma carrière. Il y a 15 ans. Mon cœur se serre. Comment ça s'est terminé? Il me regarde droit dans les yeux. Néphrectomie. Le mot tombe comme une pierre dans un puits silencieux. Néphrectomie. Ablation du rein. Et toi, tu aurais supporté une scène pareille? Dis-le dans les commentaires, je parie que non. On ne va pas enlever son rein, je murmure. Ramos hoche la tête lentement. Non. Pas si on peut l'éviter. Il s'approche du champ opératoire. Ses mains gantées se déplacent avec une précision millimétrique. Il palpe. Évalue. Mesure mentalement chaque structure. Je vois ses doigts suivre le trajet de l'urté, testant sa mobilité, sa vascularisation. L'urté est sain pour l'instant. Pas de dilatation majeure visible. Ça, c'est une chance. Et le risque ischémique? Élevé si on tarde. Mais gérable si on procède par dissection prudente. On va avoir besoin de loupes grossissantes. L'instrumentiste va les chercher. 2 minutes plus tard, nous sommes tous équipés de lunettes chirurgicales avec grossissement 3.5x. Le monde se transforme en paysage agrandi, chaque vaisseau devient un fleuve, chaque fibre nerveuse devient un câble. Ramos me regarde à travers ses loupes. Tu es prêt? Je hoche la tête. Allons-y. Ce qui suit ressemble à une danse au ralenti. Ramos dirige. Je suis. Léa assiste. Chaque geste est calculé. Chaque incision, microscopique. Nous dégageons l'urté millimètre par millimètre du sac hernière, comme si nous démontions une bombe. Ciseaux de microchirurgie. Compresse humide. Plus de lumière ici. Aspiration douce. Très douce. Le temps s'étire. 10 minutes. 20. 30. La sueur coule sous mon calot. Mes épaules brûlent. Mes doigts commencent à ressentir cette crampe familière qui accompagne les longues interventions. Mais mes mains restent fermes. Ramos libère progressivement la partie distale. Je maintiens la structure en place avec des pinces douces, sans compression. Léa aspire le moindre fluide pour garder le champ parfaitement propre. Chaque mouvement est synchronisé comme une chorégraphie répétée 1000 fois. On a des adhérences ici, murmure Ramos. Probablement inflammatoires. Anciennes. Je vois. Il utilise une dissection émoussée, séparant les tissus avec une patience infinie. Pas de coupe brutale. Pas de traction excessive. Juste une progression millimétrique, respectueuse, presque révérencieuse. Soudain, un spasme. L'urté se contracte légèrement sous nos doigts. Mon cœur s'arrête une seconde. C'est bon signe, murmure Ramos sans lever les yeux. Il est vivant. Réactif. Ça veut dire que la vascularisation est encore fonctionnelle. Je respire à nouveau. Encore 15 minutes d'une concentration absolue. Le silence du bloc est rompu uniquement par les bips des machines et nos respirations synchronisées. Même l'anesthésiste s'est tu, hypnotisé par la précision du geste. Puis, enfin, la structure est libre. Complètement dégagée. Intacte. Rose. Souple. Fonctionnelle.
Ramos repositionne l'ureté dans son trajet anatomique correct, loin du canal inguinal. Il vérifie la vascularisation, les petits vaisseaux pulsent normalement, comme de minuscules rivières rouges contre le rose de l'organe. Pas de tension. Pas de torsion. Perfusion préservée. Il recule d'un pas. Expire longuement. On l'a sauvé. Je regarde le champ opératoire. Ce petit tube rose qui ondule doucement au rythme du péristaltisme. Ce miracle d'ingénierie biologique que nous venons d'arracher au désastre. Monsieur Ferreira ne saura jamais à quel point il est passé près du gouffre. Nous terminons l'opération en silence, réparation de la hernie avec un treillis de renfort, fermeture par plan anatomique, suture intradermique pour minimiser la cicatrice, pansement stérile. 2h40 au total. Au réveil, dans la salle de surveillance post-interventionnelle, Monsieur Ferreira cligne des yeux, encore brumeux sous l'effet résiduel de l'anesthésie. Alors, c'est fini. Je m'assois près de lui. Je tire une chaise en plastique bleu et je me place à hauteur de ses yeux. Oui, c'est fini. Tout s'est bien passé. Je souris doucement. Mieux que prévu. Beaucoup mieux. Il sourit aussi, sans comprendre. Sans savoir qu'il vient de survivre à l'une des complications anatomiques les plus rares et les plus dangereuses de la chirurgie moderne. Sans savoir que 2 chirurgiens ont passé presque 3 heures à sauver un organe dont il ignorait même la vulnérabilité. Quand est-ce que je peux rentrer? On va vous garder en observation cette nuit. Par précaution. Demain matin, si tout va bien, vous rentrez. D'accord. Merci, docteur. Sa gratitude est simple, sincère, presque enfantine. Et je réalise que c'est précisément ça qui rend ce métier si étrange. Cette asymétrie absolue entre ce que nous vivons et ce qu'ils perçoivent. 3 semaines plus tard, Monsieur Ferreira revient en consultation. Il marche sans douleur. Ses analyses rénales sont parfaites, créatinine normale, clairance stable, échographie de contrôle sans anomalie. Aucune complication. Je me sens comme neuf, dit-il en serrant ma main avec gratitude. Même mieux qu'avant. Tant mieux. Profitez de vos petits-enfants. Oh, ça, je compte bien. J'ai déjà recommencé à jouer avec eux. Sans douleur. Il sort du cabinet, léger, insouciant. Je vois sa silhouette disparaître dans le couloir, sa chemise à carreaux verte cette fois flottant légèrement. Et moi, je reste assis dans le silence de mon bureau. Je repense à ce moment précis, mes doigts touchant cette structure qui n'aurait jamais dû être là. Cette seconde où tout a basculé. Cette frontière microscopique entre une chirurgie banale et une catastrophe irréversible.